vous êtes juifs, ils ont pris la parole ce jour. Ces personnes sont Mourad Benjenet et Selima Driss. Madame Geneviève Cornibert ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons très personnelles. Alors, ces personnes ici présentes vont vous présenter, vont vous parler de la genèse du projet. Qu'est-ce qui a déclenché le désir de s'unir, le processus, les étapes, les difficultés, les succès, le dialogue, les fruits du projet dans les communautés de foi respectives et dans le quartier en général, quel changement vécu par rapport aux perceptions, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien et dans le vivre ensemble. Alors, je cède la parole à M. Mourad Benjenet. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Moi et Selima, nous sommes ravis d'être là. Nous représentons le groupe, le collectif pour l'unité, qui a été créé quasiment il y a un an. On aurait aimé être plus nombreux ici dans notre groupe pour différentes raisons. Donc, moi et Selima, nous sommes là. On va partager la présentation. Personnellement, je suis représentant de la communauté musulmane à l'île des Sœurs. Je suis administrateur du centre islamique Al Jazeera. Al Jazeera, entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec les médias, ça veut dire l'île, puisqu'on se trouve sur l'île. On a choisi ce nom-là pour donner une certaine neutralité à notre centre, dans le sens où on ne veut pas faire la distinction entre les différentes doctrines, en fait, comme les sunnites chiites. Donc, on a choisi un nom qui accueille tout le monde. Depuis quelques années, je participe dans différentes actions communautaires des Sœurs, dans notre collectivité, et j'essaie toujours d'inviter les gens à participer ensemble, à travailler ensemble et à vivre ensemble. Donc la conciliation pour moi c'est quelque chose qui fait partie de mes principes. Donc ça fait un an où j'ai reçu un appel de Mme Manon Gauthier, qui est conseillère de ville de l'arrondissement de Verdun, m'invitant à faire partie d'une discussion avec les représentants de l'église de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois et le rabbin de la synagogue, du centre Chabad à l'île des Sœurs. Et tout ça, c'est initié par M. Samuel Goetz, lui, il est de confession juive, puis c'est le développeur principal de l'île des Sœurs du Père en Fils. Donc, étant donné que notre centre islamique se trouve dans un petit centre commercial, juste à côté de l'église, il y avait une préparation de l'aménagement de nouveau centre Chabad pour la communauté juive entre l'église et la mosquée, en fait, le centre islamique, dans le même centre. Donc les trois groupes se trouvent par hasard sur le même toit. Donc c'est de là où en fait ça a déjà aidé en fait à créer, c'est-à-dire inviter les gens à s'asseoir et à se parler ensemble. Et l'idée initiale qui est venue quand le représentant de l'église, qui m'a accueilli aussi de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois, M. Roger Légaré, qu'on lui souhaite un bon rétablissement, il est allé voir M. Goetz, le développeur, pour lui solliciter de l'aide, une aide financière pour la construction des cloches, les cloches qui veulent l'ériger devant l'église. Donc, étant donné que M. Goetz est de confession juive, il a dit, bon, je peux vous aider à financer ce projet, à réaliser ce projet-là, et en même temps, mais à condition que ces cloches-là soient baptisées ou nommées les cloches de l'unité, pour symboliser l'union entre les trois groupes religieux, étant donné qu'on est situé dans le même centre commercial et sous le même toit. Donc l'église était ravie de l'idée, puis elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est de là où
le projet en fait, de discussion, le projet du collectif a été créé. Donc nous avons créé ce regroupement-là. Puis on a commencé à discuter ensemble pour voir comment on peut travailler et quel genre de projet on peut réaliser ensemble. L'idée de M. Gewirtz, c'est de se concentrer dans notre collectivité à l'île des Sœurs et dans l'arrondissement de Verdun en offrant des services communautaires ou sociaux dans les 3 groupes religieux. Donc que ce soit aider les enfants malades dans l'hôpital de Verdun ou bien aider les itinérants dans notre arrondissement. Et en même temps, il y avait l'événement des arrivants, en fait, des réfugiés syriens, avec la première vague. Et c'était vraiment le sujet actuel. Tout le monde était vraiment parlé de ça. Et donc, en même temps, donc, pendant cette discussion-là, Selima et mon épouse, ils ont lancé une campagne pour collecter en fait, des dons pour accueillir les réfugiés sous forme de papy. Donc, je vais laisser ma collègue Selima pour vous présenter ce projet-là, comment on a pu le mettre sur pied petit à petit. Voilà. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Je vais répéter une petite anecdote qui nous est arrivée dans le bureau de M. Gewirtz. L'une de nos premières rencontres pour mettre en place ces projets-là, il y avait les musulmans, les juifs et les représentants de la paroisse. Il nous a tous regardés autour de la table. On était une dizaine de personnes. Il a dit habituellement, ces gens-là ne sont pas assis tranquilles entre eux. Ils s'entretuent. Puis on a tous ri. On a dit vraiment, on va faire tout le contraire de ça. Nous, on veut travailler tous main dans la main. On ne va pas se juger. On vit ensemble. On fait tous l'épicerie à la même place. On utilise les mêmes structures communautaires. Alors, on va faire autrement. Puis justement, avec mon amie Dora de longue date, l'épouse de Mourad, j'ai commencé à lui parler. Moi, j'achevais mon congé de maternité. Je ne voulais pas particulièrement travailler plein temps de nouveau. Alors, j'ai commencé à envoyer mes candidatures un peu partout pour l'aide aux réfugiés syriens qui arrivaient à Montréal. J'ai dit, écoute Dora, avant, on faisait de la collecte, il y avait beaucoup de conteneurs d'aide humanitaire qui partaient du Canada vers la Syrie ou vers les camps en Jordanie ou au Liban. J'ai dit, écoute, cette fois, ils viennent à nous. Ça va être tellement plus facile, surtout qu'elle et moi, on partage la plateforme linguistique. On est les deux Tunisiennes, on parlait deux langues, ça fait plus de 10 ans qu'on vit les deux à Montréal. Donc, appeler CDC, appeler l'hôpital, essayer d'aider quelqu'un à trouver un logement, pour nous, c'est notre quotidien. Là, on va pas... ça ne va pas être la partie difficile, disons, du défi. Là, elle m'a dit, oui, mais c'est une bonne idée, d'accord. Moi, la semaine prochaine, je vais faire un appel sur l'île, je vais ouvrir mon garage, puis on va commencer à ramasser les dons. Moi, de mon côté, j'habite à Ndiji, j'ai fait la même chose, mais moi, j'ai un garage tempo, c'était pas super. C'était au mois de novembre dernier. Mais bon, on a quand même commencé vraiment dans le garage, comme on dit. Et puis là, elle m'a dit, non, mais attends, je vais parler avec mon conjoint, ça se fait qu'à Lille, il y a des communautés, ils veulent faire quelque chose. J'ai dit, ok, vas-y. Puis là, je pense, 2-3 jours plus tard, elle m'appelle, elle m'a dit, écoute, ils ont parlé à un tel qui a, justement, le rabbin a parlé à un entrepreneur sur l'île. Il nous donne un espace d'à peu près 3000 pieds carrés, tu as une clé, vas-y. Bon, moi qui étudiais en mise en marché de magasin, c'est le rêve. Mais j'avais 0 budget. Donc un entrepôt propre, il y a des salles de bain propres, c'est parfait, mais il n'y avait rien, même pas des chaises. Donc on a commencé à zéro, avec 0 budget, puis je suis fière de le dire, parce que les gens d'Ogilvy et de la baie, je pense que ça leur donnerait un vertige de voir comment on a fait avec 0 budget. Puis c'est là qu'un énorme puzzle s'est fabriqué devant nous. À chaque fois, il y avait une personne qui arrivait, qui ramenait une plus-value. Il y avait une galerie d'art qui nous a donné des palettes en bois. Des palettes en bois, c'est super. Nous, ça a été des présentoirs pour la vaisselle pour nous. Il y avait un des bénévoles qui a un magasin de manteaux, il nous a donné les cintres.
Puis, de fil en aiguille, chacun apportait sa part gratuitement. Et tout le monde voulait aider, coûte que coûte. Après, donc on a fait des appels, les bénévoles venaient, le curé faisait des appels à la paroisse, il y avait plein de bénévoles. On a joint une juive pratiquante de Outremont, qui ne pouvait pas beaucoup se déplacer à l'île des Sœurs, mais qui fait un travail colossal sur les réseaux sociaux. Elle va envoyer les communiqués de presse aux personnes intéressées. Elle fait un travail sur son ordinateur extraordinaire. La synagogue de Hampstead a entendu parler de nous, puis ça fait déjà nous très vite, puis on était très contents que ça fasse déjà nous, parce qu'on voulait de l'aide. La synagogue de Hampstead a fait appel pour ces pratiquants. Donc, ils ont commencé la collecte de shampoing, puis ça allait là, vraiment personnaliser. Nous, on envoie les requêtes, puis lui, il diffuse, puis après, on va les chercher. Puis, personne ne pensait que ça allait devenir comme ça. Ça a été une énorme surprise, et c'est une énorme fierté, je dirais. Puis, je pense qu'on est arrivé à ça parce qu'on vit dans une société très ouverte. Et contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, je pense que les gens cherchaient une certaine appartenance religieuse. Puis, il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont connexes à ces trois religions-là ont aussi leur place avec nous, et même ceux qui ne pratiquent aucune religion. C'est de l'entraide, c'est humanitaire. Aujourd'hui, notre première cause a été l'entraide pour les réfugiés syriens. Je vais parler plus en détail après ce qu'on fait auprès d'eux sur le terrain. Mais le plus important, c'est que c'est inclusif. Tout le monde a sa place. Demain, ça peut être pour les gens atteints d'une maladie particulière. Ça n'a pas de religion, ça n'a pas d'origine. Ça peut toucher tout le monde, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, ça a été les Syriens qui nous ont rassemblés sur place, mais peut-être dans une année, ça va être un nouveau projet qui va toucher tout le monde dans la société. J'ajoute une anecdote, en fait, comme tu as dit, quand on a reçu la clé après 3 jours, je me rappelle de la discussion qu'il y a eu avec le rabbin devant chez moi. Il est venu m'apporter la clé. Je pensais que ça va durer quelques minutes. Merci, au revoir, bonsoir. Ça a duré 1h30, la discussion devant chez moi. Puis tellement c'était très intéressant, l'échange des idées. C'était dans le respect mutuel. Malgré que le rabbin, en fait, il est d'origine américaine, mais il a vécu en Israël. Et donc, il connaît très bien le conflit palestino-israélien. Et là, donc, il est venu avec des idées plutôt négatives sur les gens, sur les musulmans en général. Donc, mais tellement cette discussion-là était intéressant dans le sens où il y avait ce respect mutuel. La base de cette discussion, c'était de voir ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Donc, parce que tout le monde, que ce soit lui ou le représentant de l'Église, nous avons atteint un niveau en fait de conscience où on ne veut plus revoir les divisions et les conflits qu'il y a eu depuis des siècles. Donc on veut passer à une autre étape plus positive, plus constructive. Et c'est ça ce qui a beaucoup aidé ce collectif à se mettre sur pied puis avoir d'abord, c'est-à-dire de réaliser ce nous avons réussi à faire. Donc ça c'était les principes de base. Tout le monde donc était ciblé le même objectif. Il n'y avait aucun de nous qui il y avait une certaine réticence, une certaine résistance. Nous avons la chance que le rabbin il considéré entre guillemets, c'est-à-dire il est ouvert par rapport à d'autres rabbins, donc il est ouvert d'esprit, donc ça nous a facilité la tâche. L'Église aussi sont très ouverts à ce que collabore avec les 3 religions. Avant, M. Roger Légaré, le Marguilly, disait il y a 25 ans c'était pas possible, mais maintenant, vu l'ouverture du monde, en fait, du Canada ou du Québec vers le monde, puis l'ouverture avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation, l'Internet et tout ça, donc on est obligé de vivre ensemble.
donc il faut vraiment ouvrir le dialogue et d'écouter l'autre. Et on n'est plus dans la position où qui détient la vérité. Ça, c'est, on ne veut pas rentrer dans ce genre de discussion qui n'aboutit à rien. Donc on veut vraiment pas dépasser cette étape puis aller travailler ensemble. Moi, ça fait des années que je participe dans les différents projets communautaires. Puis c'est la première fois que je vois un projet où la synergie est extrêmement positive. On dirait que le bon Dieu nous a bénis 3 fois, étant donné qu'on a 3 religions, donc l'énergie vraiment s'est multipliée en force exponentielle. Donc c'est le résultat, au bout d'1 an, ça a fait des échos même à l'échelle internationale. On a reçu il y a 2 semaines une délégation belge de la communauté flamande qui veulent s'inspirer de notre modèle, étant donné que la situation n'est plus tendue. Donc ils veulent établir un projet pareil. Je me rappelle lors de ma discussion avec la présidente de cette délégation-là. En fait, c'est des élus du Parlement belge. Elle a dit, le lendemain de l'attentat en Belgique, elle a amené sa fille à l'école, puis elle a rencontré des parents d'autres religions, surtout musulmanes. Puis elle m'a dit, si on a développé un tel projet, c'est-à-dire on aurait pu dépasser cette tension, cette barrière entre les personnes. Donc il m'a dit, on n'était pas préparé. Donc c'est pour ça qu'il voulait prévenir que de réagir après. Et c'est ça ce qui a fait attirer en fait, ces groupes-là. Donc on est vraiment ravis de ce projet. Je laisse Céliba en fait, continuer à parler de développement du centre de collecte. Ayant vécu 2 ans en France avant d'arriver au Québec, moi je suis née en Tunisie. J'ai vécu 2 ans en France, c'était pas prévu, mon projet c'était d'aller vivre au Québec. Et quand je suis arrivée en France 2 jours avant le 11 septembre. Étant musulmane de confession puis pratiquante, c'était pas super. Mais bon, on fait avec, je suis là pour étudier, puis il s'est passé tellement de choses autour de moi. Ça m'a tellement, je trouvais ça tellement pénalisant qu'on fasse un amalgame autour de quelque chose qui est seulement médiatisé. Ce n'est pas vraiment la réalité de ce qu'on vit. Alors en arrivant ici, tout le monde on parle du rêve canadien, ça se passe autrement, et c'est réellement ce que j'ai vécu. En arrivant ici, la première porte, la première étape à faire, c'est faire du bénévolat. Ça, c'est une attitude tellement, je peux dire, québécoise, parce que c'est la seule partie du Canada que je peux défendre, ayant vécu bientôt 15 ans là au Québec. Et c'est là que j'ai commencé. À l'Université de Montréal, j'ai étudié à l'Université de Montréal, justement, et il y avait une association pour les parents étudiants, et c'est ça qu'on faisait. Donc, on ramasse, puis on donne, gratuitement. Et quand on a commencé ce projet-là, je me suis dit, le Canada était tellement généreux, ayant accueilli 25 000 personnes, et je ne veux pas voir ce qui est arrivé à Paris ou en Belgique au Canada. C'est tellement injuste pour tout le monde. Les musulmans eux-mêmes souffrent de ce qui s'est passé en France et en Belgique et ailleurs dans le monde. Alors je me suis dit, pour ma part, après j'ai trouvé que c'était partagé par tout le monde, si ces gens-là, en arrivant ici, sont bien accueillis, ils ne vont pas se sentir à la marge de la société. Ils ne vont pas vouloir faire autre chose que du bien dans ce pays d'accueil. Et ça a été notre mission. Parce que c'est vrai, sur le terrain, c'est super. On va donner des vêtements, le gouvernement donne des manteaux, des bottes pour ceux qui sont arrivés en hiver. Mais après, il faut poursuivre, il faut les accompagner. Et c'est là qu'on a commencé à voir des besoins qui étaient pour nous, la science-fiction au départ. C'est que le Canada a reçu plusieurs profils de personnes malades. Des enfants, il y avait quelques blessés, mais blessés qui ont été pris en charge sur place. Mais par exemple, on a un petit garçon qui a perdu
la vision pour l'instant. On n'est pas certain que ça va être rétabli. Mais ici, ils mettent tout en place pour pouvoir aider ce genre de blessés. On a 2-3 familles qui ont des enfants handicapés. Alors là, on voit que le pays s'apprête très bien à encadrer ce genre de personnes. Il y a des hôpitaux où il y a des interprètes sur place qui sont internes à l'hôpital. Il y a des banques autour de nous. Donc il y a quand même une structure pour accueillir ces gens-là. Et le secret de ce qui nous revient en fait de témoignages des gens, des familles qui nous fréquentent, ils nous ont toujours dit « vous avez été notre première famille ». Parce qu'on arrive ici, ils atterrissent dans l'aéroport, c'est la Croix-Rouge, tout le monde a des gilets, les gens ne parlent pas forcément la langue, à savoir l'arabe ou le kurde, et ils sont extrêmement intimidés. Donc nous, on les approche, on les appelle, on leur dit on est capable de donner plus. Là, c'est comme, il y a une tension, là, ça baisse, ça tombe, ils sont plus sereins, ils sont ouverts, mais ça les intimide. Quand on leur dit des Canadiens, ne serait-ce que par la langue. Parce que souvent, de ceux qu'on a nous fréquentés, 80% d'eux ne parlent ni français ni anglais. Donc, toute la bonne foi autour de ça ne peut pas se transmettre. Il y a du non-verbal. Les gens sont très chaleureux ici, mais quand on leur dit, écoutez, telle personne a dit telle chose, telle personne t'a dit telle chose, tel compliment, là, ça va rassembler les gens. Les personnes qui nous viennent de la paroisse ne parlent pas l'arabe, mais elles font un travail extraordinaire. Et c'est très important de transmettre. Parce que, en guillemets, mes familles, les familles qui sont rattachées à moi, je dirais 80% sont de confession musulmane. Mais je leur dis la première chose en arrivant là. Il y a un homme d'affaires juif qui nous prête les locaux gratuitement. Là, ils sont comme « oh, wow. Pour nous, oui, pour vous tous. Deuxièmement, nous, on ne veut pas savoir votre religion. Évidemment, si la dame, elle vient, elle est voilée, je suis moi-même portée à la juger, dire « elle est musulmane ». Mais ce ne sont pas mes affaires. Moi, je suis là pour donner une aide humanitaire, comme un médecin qui va soigner telle ou telle personne. Et ce côté inclusif de notre ressentiment sur le terrain est le succès de cette organisation. Quand ils voient que la femme du rabbin, le mercredi, elle s'amène avec ses 2 petits bambins faire du bénévolat avec nous, tout le monde est là, ah c'est elle, oui c'est elle, c'est la femme du rabbin. Elle ne parle pas l'arabe, elle parle en anglais, mais on va traduire pour vous. Ils se parlent comme ça, puis ils sont, en fait c'est intimidant pour l'une comme pour l'autre. C'est assez impressionnant comme situation, parce qu'elles sont à 1000 années-lumière d'imaginer que la femme du rabbin est en train de donner des vêtements puis préparer un kit de départ pour un nouveau-né musulman. Mais encore une fois, pourquoi pas, on va exploiter son savoir-faire. Elle a déjà 2 petits garçons, elle va apprendre à une future maman, quoi faire et surtout comment habiller un petit bébé qui va naître au mois de décembre au Québec. C'est pas la même température. Puis au quotidien, il y a une des mamans, jusqu'à la semaine dernière, j'étais sidérée. Elle a 5 enfants. Elle est enceinte et elle me demande encore quoi prendre pour le bébé. Parce que, ne serait-ce que notre style de vêtements, les boutons, comment on habille les bébés, ça les intimide, ça les impressionne. Elle ne sait pas par où commencer. Donc le fait d'accompagner ces gens-là, moi je suis persuadée qu'ils vont, en fait, on le sent déjà, ils le disent, ils sont reconnaissants. Et d'après moi, c'est un bon départ.